Bonjour, nous sommes le 3 juillet, il est 17h30 et nous allons shooter une vidéo. Et bien entendu, comme à l'habitude, sans aucun animal présent. Bon, Goliath ne compte pas, il fait partie des meubles. Goliath en grande forme, très grosse promenadière. Alors je ne sais pas trop ce qu'il va nous faire comme performance. Il devrait logiquement être bien fatigué. Et donc on va voir. Alors il fait beau et chaud. Les chats sont partout. Mais pas chez moi. Bon. Pouloute. Pouloute. On va voir. Peut-être qu'on fait ça avec Goliath. Ce qui voudrait dire pas de rouler boulet. Hop. Pouloute. Oula. Il y a du vent. Évidemment. Il y a du vent. Allez Goliath. On y va. Allez viens. Allez va. Où vas-tu? Bon, et alors aujourd'hui un sujet très sérieux, donc on va essayer de se concentrer. Bon, c'est peut-être pas plus mal que ce serait une balade sans chat. Pouloute. Oxo. Oxo est dans les bois, il fait plus frais. Donc une balade sans chat. Pourquoi? Parce que un sujet chaud, inspiré par, encore une fois, comme la vidéo précédente, une consultation récente, choquante. Un patient, un nouveau patient, qui n'est pas vu par moi, qui est vu par un médecin du groupe, et qui nous débarque avec un traitement qui a été mis en place et qui n'a pas bien réussi. Bon, ben, ça arrive tout le temps. Je suis certain que j'ai aussi des patients qui vont chez des confrères parce que je n'ai pas pu les aider. C'est tout à fait normal et c'est tous les jours. Mais ici, c'est particulier. C'est un patient qui vient, qui explique le traitement qu'on lui a donné, dont les points les plus spectaculaires, je dirais, sont des hormones thyroïdiennes, donc 100 microgrammes de thyroxine, T4 et 20 microgrammes de T3, donc avec un comprimé de Thyral ou Novotyral. Ça, c'est une première chose. Avec des injections d'hormones de croissance. Je vous dis tout de suite, moi, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je ne suis pas convaincu. J'imagine qu'il y a des cas qui en ont besoin et je laisse ça aux endocrinologues. J'estime que c'est pas du ressort de médecins généralistes. Médecine anti-âge, bon. Moi, j'ai des doutes avec l'hormone de croissance parce que bon. Alors vous me direz c'est un poncif, mais on provoque la croissance de quoi exactement, hein? Alors voilà, ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. Bon, maintenant, celui qui veut faire, il fait, mais moi, je ne fais pas. Et troisième point chez ce patient-là, un gel de testostérone. Alors, je vous renvoie à ma vidéo sur la testostérone. Je ne suis pas preneur de ça non plus. Mais bon, je nuance, le gel de testostérone est quand même moins problématique à mes yeux que des injections, des auto-injections d'hormones de croissance. Déjà, l'idée qu'il faut s'injecter des trucs tous les jours, toutes les semaines, etc. Moi, médecine fonctionnelle, s'injecter des trucs à tout bout de champ, bof. C'est pas ma médecine fonctionnelle. Et venons-en au fait, voilà le traitement qui n'a pas bien donné. Il y avait d'autres choses, hein, il y avait tout un tas de nutriments, de vitamines, etc. Et puis alors, pour comprendre le pourquoi, le comment et surtout qu'est-ce qui pourrait être mieux fait pour aider davantage ce patient, c'est quand même important de savoir ce qui a été donné, surtout si ça n'a pas fonctionné, parce que alors on sait que c'est pas vers ces pistes-là qu'il faut aller, bien que ce ne soit pas tellement les pistes que nous poursuivons. Et le patient, tout de go, dit qu'il n'a pas de résultat à donner. Alors tenez-vous bien, hein,
Vous êtes assis là. Si vous n'êtes pas assis, il faut vous asseoir. Moi, j'ai dû m'asseoir quand on m'a expliqué ça. Et je tiens de source directe du médecin qui l'a reçu. Il n'y a pas eu de prise de sang. Il n'y a pas eu de prise de sang. Donc c'est un traitement qui est donné sur base de la clinique. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. C'est pas normal. C'est pas de la médecine. Ça fait une très mauvaise réputation à la médecine fonctionnelle et je dénonce ce genre de pratique. Je ne vais jamais citer le médecin qui est en cause, que on connaît évidemment. Je ne le mentionnerai pas, il n'y a aucune chance que je le mentionne et ça ne sert à rien de me le demander. Je ne divulguerai rien. Il ne s'agit pas ici d'attaque personnelle, il s'agit de défendre une médecine fonctionnelle qui doit être sûre. C'est pas sûr de prescrire ce Bataclan d'hormones sans même avoir fait des tests sur base clinique. Je réfute ça. Parce que sinon, alors, je sais pas, vous mettez dans un ordinateur vos symptômes, vous cochez une espèce de QCM, là, vous mettez avec l'ordinateur, vous mettez des croix dans des cases, et l'ordinateur vous crache une panoplie d'hormones, l'ordonnance, il n'y a plus qu'à aller à la pharmacie et s'injecter ou se prendre, s'avaler tout le bazar. Non, c'est ce que je veux dire, là, il n'y a plus aucune limite. Alors, vous comprenez, ce genre de pratique, dans un cadre de médecine fonctionnelle, eh bien, moi, ça me fait du tort. Ça nous fait du tort à tous. Tous les médecins fonctionnels sérieux, raisonnables et qui veulent pratiquer une bonne médecine. Ça nous fait du tort. Et c'est pour ça que je le dénonce. C'est pas pour essayer de détourner les patients qui ont suivi ces traitements-là et qui, ma foi, s'ils sont contents, ben, très bien, parce que je suppose qu'il y en a qui sont contents. Donc, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est cette étiquette de médecine fonctionnelle sur des trucs inacceptables. Inacceptables. Et je vais essayer de ne pas me fâcher. Un Goliath. Un peu de Goliath pour se calmer. Ouais. Enfin bon, on parle pas d'animaux. Mais, bon. Enfin, il n'y a pas que ça, ok? Ça, c'est la dernière minute que j'ai apprise, en fait, hier. Mais, je voulais quand même faire cette vidéo sur ce thème de ce que moi je considère comme une mauvaise médecine fonctionnelle. Mauvaise médecine fonctionnelle. Et alors, l'exemple, c'est pas vraiment un exemple, c'est une cascade d'erreurs qui donne l'apparence de quelque chose de cohérent, qui maintient les patients dans ce que moi j'appellerais un certain déséquilibre, mais stable, qui est créé par des conseils alimentaires et par des traitements que moi je considère comme iatrogènes. Iatrogènes. Donc des traitements médicaux qui font du tort. Et je vais bien expliquer ça. Le point de départ, alors ceux qui me connaissent vont rigoler, là, vous allez bien sourire. Le point de départ, tenez-vous bien, accrochez-vous au bastingage, rasseyez-vous si vous n'êtes plus, c'est le goûter sucré. Ah oui, ça commence avec le goûter sucré, sous ces prétextes fallacieux de neurotransmetteurs auxquels je ne crois, mais alors pas une seconde. Mais goûter sucré. Alors je vais bien prendre un haut-parleur ici, on est au cœur du village, je vais faire une publicité au haut-parleur, peut-être mettre ça dans une diffusion sur toute la commune ici, et je vais attirer du monde. Je vais dire, remettez-vous en forme, soignez tous vos problèmes, vous êtes fatigué, vous n'avez pas le moral, venez chez moi, je vais vous prescrire un goûter sucré. Ah bah oui, mais tout le monde veut des goûters sucrés. Et d'ailleurs, presque tout le monde s'en empiffre des goûters sucrés. Eh bien moi, je vous dis, c'est mauvais.
Mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a 50 vidéos sur le sujet. Avançons. Donc, on part d'un goûter sucré qui provoque, évidemment, un abominable déséquilibre de la glycémie. Un gros pic de glycémie au plus mauvais moment, parce que c'est vraiment le moment des pulsions sucrées, des addictions, qu'au lieu d'essayer d'effacer, au lieu de lutter contre ces pulsions sucrées qui c'est vrai, ont tendance à venir comme ça en deuxième moitié de journée, à 16h ou à 21h, 22h, 17h, on les officialise. On dit oui, non, c'est très très bon pour vos neurotrucmuches. Ben non, ce n'est pas bon pour vos neurotrucmuches. C'est de la foutaise. Il n'y a pas de preuves scientifiques à ça. Et il y a surtout des preuves scientifiques au problème. Goliath, non, pas sur la rue. Pas sur la rue. Bon, vous savez qu'on va lui mettre la laisse. Viens un peu mettre ta laisse ici, toi. Non. Pas sur la rue. Alors, attendez, parce que... c'est pas sa laisse, le chien. Bon, donc, les goûters sucrés niettes, mais, vu que c'est ça, il va quand même sur la rue. Hein. Et là, ici, bébé. Allez, nom d'une pipe. Qu'est-ce que c'est que ça pour du chien? Allez, oui. Mais ici, ça me rend dingue, cette laisse. Voilà. Je sais pas ce que c'est ce crochet. C'est un crochet immétable. Bon, allez, on revient dans le parcours. Assez de péripéties. Alors, on va essayer de se calmer. Beaucoup de vent. Alors, tu sais quoi, Goliath? Là, il va encore y avoir plus de vent. Viens par ici. Allez, viens par là. Ce sera beaucoup mieux. Regardez, c'est une vraie tornade. Non, pas par là. Viens, on va aller par là. C'est abrité du vent. Et donc, le goûter sucré est là. La glycémie est déstabilisée. Quand on la déstabilise, c'est jamais one shot. C'est un enchaînement de déstabilisation, d'oscillation. C'est un système oscillant. Et il risque d'y avoir d'autres incartades. Ces patients-là, dans cette espèce de... Bon, j'allais dire complot, mais c'est pas un complot. Dans cette espèce de méthode que moi je considère comme mauvaise, on ne leur teste pas l'hémoglobine glycosylée. Certains sont prédiabétiques et n'en savent strictement rien. Hier, j'ai discuté avec une personne, une certaine B. Point, je ne vous donne même pas le prénom en entier parce que bon, qui est une grande fan des goûters sucrés et à qui je dis, bon, quand même, passé la cinquantaine, il serait peut-être bien de vérifier votre HbA1c. Oh oui, non, pas de problème. Mon médecin m'a fait une prise de sang complète, médecin traitant, généraliste, qui connaît que dalle la médecine fonctionnelle, m'a fait une prise de sang complète. Complète. Ah, elle est bien bonne. Complète. Bon. Enfin, voilà, c'est déjà bien d'avoir une prise de sang, c'est vrai. Et il m'a dit que tout était parfait. Tout parfait. Patiente de 51 ans, c'est vrai qu'elle n'a pas de plainte particulière. De toute façon, je n'ai pas creusé la chose. Je l'ai vue en dehors du cadre d'une consultation médicale, comme ça, purement socialement. Et donc, la prise de sang est parfaite et complète. Complète et parfaite. Complètement parfaite et parfaitement complète. Moyenne. Et donc, voilà comment... Évidemment, il n'y a aucune chance de détecter chez cette personne le risque de dériver vers un prédiabète. Il n'y en a peut-être pas, hein. Ici je donne un exemple, mais c'est pour vous dire que ça c'est déjà quelqu'un qui a une prise de sang. Donc on ne connaît pas les détails, hein. Bon, c'est juste pour vous attirer l'attention sur le fait que la prise de sang normale d'un médecin traitant, il n'y a jamais l'hémoglobine glycosylée, jamais. HbA1c, il y a des médecins qui, c'est juste s'ils ne connaissent pas. Alors, on leur a peut-être fourré en tête le fameux indexoma, mais qui n'inclut pas l'HbA1c, donc on est toujours plus ou moins au même stade. Bon, maintenant, si l'indexoma n'est pas bon, alors là, c'est bien, on est sur la piste, mais ce n'est pas suffisant. Donc, on
on ne repère pas cette glycémie fluctuante, des oscillations de glycémie incessantes. Alors, je viens tout de suite au point suivant. Si votre glycémie fluctue et que vous échappez à la prise de sucre à 10 heures du soir, ce qui est loin d'être certain, mais imaginons que vous avez une volonté bien ancrée où on vous a strictement interdit de le faire, donc vous ne le faites pas, très bien, et vous vous levez à 7 heures du matin. Vous savez quoi, à 7 heures du matin? Vous crevez la dalle. Okay? Vous avez une faim de loup. Il faut vous jeter sur de la nourriture. Si le conseil médical est bon, et là on croit rattraper l'affaire, mais pour moi on ne la rattrape pas, on vous fait manger à 7 heures du matin un petit déjeuner costaud, gras et protéiné. D'accord sur le premier repas gras et protéiné, d'accord à 100%. Mais à 7 heures du matin, moi j'ai des doutes. Est-ce qu'on a besoin de se jeter sur de la nourriture en se levant? Est-ce que c'est même normal? Est-ce qu'il est normal d'avoir faim, d'avoir dormi? En tout cas, moi, j'ai pas faim après avoir dormi. Combien? Je ne suis pas malade. Okay? Vous levez, vous avez faim. Bon, ben oui, parce que votre glycémie est partie dans tous les sens. Et le mécanisme, je viens de vous l'expliquer. Bon. L'idée de ce petit déjeuner précoce, c'est pour éviter une espèce de crash en début de journée qui est vu sous l'angle, toujours le même évidemment, des neurotransmetteurs et du moral, le moral dans les talons. L'estomac dans les talons, il y a le moral dans les talons. Et tout est dans les talons en fait, chez ces gens-là. Et alors grâce au petit déjeuner gras et protéiné, ça s'atténue. Oui, parce que derrière ça, les médecins qui appliquent cette méthode font prendre en début de journée, je ne sais pas exactement quand, moi je ne fais pas ça, un cocktail qui booste les paramètres surrénaliens, pas qui booste les surrénales, un cocktail qui bloque la fonction surrénalienne, mais qui amène l'hormone de stress, donc l'hormone surrénalienne de stress qui est le cortisol, mais le terme médical qu'on utilise, qui est tout à fait synonyme, hein, Moyenne, qui est tout à fait synonyme et qu'on utilise pour, faire monter le taux de cortisol, et s'appelle l'hydrocortisone. Cortisol, hydrocortisone, même chose. Donc ce sont des patients en qui on donne de l'hydrocortisone, bam, dès le début de journée. Comme je ne le fais pas, je ne sais même pas si on le donne au lever ou un peu plus tard, je ne veux pas le savoir, je ne donne pas d'hydrocortisone. Pourquoi? Parce que l'hydrocortisone bloque la fonction surrénalienne. Ça ne m'intéresse pas. On bloque la fonction surrénalienne, alors qu'il faudrait la soutenir chez des patients qui ont une glycémie fluctuante. Parce que le cortisol ou l'hydrocortisone, c'est un glucocorticoïde qui a pour but de stabiliser la glycémie. Alors forcément, comme vous avez déstabilisé votre glycémie avec ce foutu goûter sucré, il faut compenser cette erreur gravissime en donnant de l'hydrocortisone, puisqu'elle est bouffée par l'instabilité glycémique. Vous voyez le problème? Alors on leur donne de l'hydrocortisone. Alors évidemment, avec soi-disant grâce au petit déjeuner à 7 heures, gras et protéinés, ils sont en forme. Ils ne sont pas en forme avec leur petit déjeuner gras et protéinés. Ils sont en forme parce qu'ils s'enfilent de l'hydrocortisone. Et alors, le pire du pire, c'est que chez certains, où ça ne suffit pas à rattraper le problème ambiant, qui peut évidemment aussi inclure une insuffisance surrénalienne, qui n'est pas due ni à la diète, ni au traitement, qui est due au stress, qui est due à une vie compliquée, à tout un enchaînement de choses. Et bon, Dieu sait s'il y a de nombreux cas de ce type. Hein. Bon, j'ai fait suffisamment de vidéos sur l'insuffisance surrénalienne pour être d'accord avec ça. Et donc, là, visiblement,
ces patients qui ont ce genre de programme, que je trouve maléfique, ont parfois, pas tous, mais ont parfois en plus de la méthylprédnisolone, donc du médrol. Alors écoutez, moi le médrol, ça fait 35 ans que je connais ce bazar-là. J'ai croisé la route du médrol dans le dopage sportif et j'ai toujours lutté contre le médrol qui me paraissait un cataclysme à moyen et long terme parce qu'il détruit la fonction surrénalienne chez ces sportifs qui évidemment eux, de par le stress et les efforts, ont des difficultés avec leur fonction surrénalienne et bien entendu beaucoup bénéficient de la prise de pregnénolone qui est autorisée en sport de compétition. Mais surtout, je vous parle, il y a 35 ans, également chez les amateurs, les gens qui faisaient de la compétition, le médrol avait bonne presse. Moi, j'ai toujours interdit ce bazar, hurlé si on en prenait, et essayer de réparer derrière les dégâts occasionnés aux glandes surrénales. Donc, je me retrouve, et ça j'en ai vu moi personnellement, une collection avec des patients à qui on a dit il faut un petit déjeuner gras et protéiné, mais on l'accompagne d'hydrocortisone et de médrol. Allez, en avant, qui bloque les glandes surrénales. Rien ne va être plus puissant pour bloquer, pour inhiber les synthèses surrénaliennes que la méthylprédnisolone ou médrol. Évidemment, c'est de la physiologie de base, ça, puisque c'est une hormone synthétique puissante qui fait que l'hypophyse perçoit une abondance d'hormones surrénaliennes et instruit via son messager qui est la CTH, qui du coup chute, instruit aux glandes surrénales de se mettre au repos puisqu'il y a suffisamment, voire trop d'hormones surrénaliennes. Et d'ailleurs, si je ne me trompe, je crois avoir vu que l'Union cycliste internationale maintenant fait des dosages d'ACTH, oui, chez ses coureurs pour détecter les dopages aux hormones surrénaliennes. C'est du dopage, c'est des trucs inadmissibles. Déjà chez des gens, des Formule 1 humaines, des super moteurs qui font du sport professionnel, et Dieu sait si dans l'exemple que je vous cite, qui est le cyclisme professionnel, c'est du très très haut calibre, c'est déjà mauvais, c'est interdit, et moi ça fait 30 ans que je fais la chasse à ce médrol, et je me retrouve maintenant avec des kidams, des patients comme ça, tout venant, qui me disent « Ah mais moi je prends du médrol, on m'a dit de prendre du médrol. » Et on a dosé la pregnénolone. Oh non, on dose pas la pregnénolone. On ne dose pas la pregnénolone. Et donc, on n'a même pas une chance de se rendre compte que, en fait, ce qu'il faudrait faire pour renflouer le cortisol et donc ne pas devoir donner de l'hydrocortisone, c'est corriger un déficit en pregnénolone, s'il y en a un, parce qu'évidemment, il n'y en a pas nécessairement. Donc voilà, ça c'est ce que je vois, moi, comme une machination odieuse, totalement choquante. Ça part du goûter sucré, ça s'enchaîne avec des négligences dans un bilan de médecine fonctionnelle qui devrait toujours comporter l'HbA1c, pas le HOMA, et qui devrait toujours comporter le dosage de la pregnénolone pour détecter un problème surrénalien à la racine et pas en le soignant à la fin. Regarde, fait ses besoins. Oui, sauf que bon, on va rester dans le coin parce qu'après je dois ramasser. On est dans le village, mais pas dans les bois. Et donc, je vais descendre un peu avec vous, puis je remonte. De toute façon, on a presque fini. Donc, bilan incomplet avec des paramètres critiques. Et alors, on commence à mettre sparadrap sur sparadrap, ok. On ignore donc
le problème de la déstabilisation de la glycémie. On corrige l'insuffisance surrénalienne qu'on a aggravée avec la glycémie oscillante, puisque ça implique une surconsommation du glucocorticoïde fondamental qu'est l'hydrocortisone, alias cortisol. Et puis, bien Goliath, et puis, donc ces gens-là le matin sont dans le cake, c'est le cas de le dire, hein? bien sucré, là, le cake bien sucré qu'ils ont mangé la veille à 17h parce on leur a dit que c'était bon, vraiment très bon, tu parles, et on leur bousille leur fonction surrénalienne, ce qui implique une addiction perpétuelle, éternelle aux prescripteurs d'hydrocortisone et de méthylprénisolone, parce que ça va jamais s'autocorriger ce truc-là. Hein. Comment vous voulez que les glandes surrénales récupèrent, puisqu'elles sont bloquées, elles sont inhibées à mort par ce genre de traitement? Voilà, ça c'est ce que j'appelle la mauvaise médecine fonctionnelle. Je voulais la dénoncer une fois pour toutes. Bon, c'est peut-être des cas un peu caricaturaux, je dis pas qu'il y en a beaucoup, moi j'en vois régulièrement, peut-être aussi parce que je mets de plus en plus en garde dans mes vidéos, il y en a qui se disent, oui, ben moi c'est mon régime, et c'est vrai, je vais faire ça jusque quand, pendant combien d'années et de décennies, et quand ils essayent d'arrêter, quand ils arrivent à court de prescription, ben ils vont pas bien. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben ils rebelottent. On represcrit. Ben oui, que faire d'autre? Mais, ils vont bien, ils sont contents, parce qu'ils ont toujours leur goûter sucré. Ok? Bon voilà, bah, écoutez, c'était un petit coup de gueule, mais c'est nécessaire. Alors, on va remonter, ramasser un peu derrière Goliath. Il a fait hier 3h30 bien fait dans le bois. Il est en pleine forme aujourd'hui. Mon Goliath va mieux. Bon, il y a toujours évidemment sa cataracte à l'œil gauche, mais ça, c'est pas grave. Et je suis très content de voir qu'aujourd'hui, il est quand même assez en forme. Donc, je vous attends tous les vendredis pour les live chats 19h30. On va faire un break au mois d'août. OK? Mais ici, on est toujours en juillet. Et puis, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus si ça vous botte. Moi, je ne demande jamais de partager parce que, bon, je trouve que c'est pas tellement mon rôle de vous demander de faire ça. Goliath, viens, on doit aller ramasser. Viens. Et, mais bon, vous pouvez le faire, hein, ça ne fait pas de tort, évidemment. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. À bientôt. Merci beaucoup.